Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tier list. Un petit peu spécial, on avait déjà fait un truc un peu comme ça avant où on s'attaque pas exactement à une série à proprement parler mais plutôt à une franchise. On avait fait ça avec Descendants et maintenant on va faire ça avec Toy Story. Je me suis dit après avoir traité Buzz l'éclair, c'est de mise. Ça restera dans le thème. Et maintenant que toute l'histoire est bouclée, enfin, c'est clairement l'impression que ça donne de façon assez claire, même après Toy Story 4, mais on va avoir un Toy Story 5 et... On verra. Je me dis que c'est pas plus mal de faire le topo de cette saga qui a représenté beaucoup pour moi. Surtout les volets 1 à 3. Et... comment ces personnages ont su marquer un petit peu. Donc, pour cette vidéo, nous allons voir tout ce que ces 4 films nous ont offert, en ne prenant pas en compte Buzz l'éclair, le film sorti récemment. Je sais que je viens de le traiter, donc on se dirait, ah, peut-être, oui, mais c'est quand même à part, hein. C'est vraiment un film très à part de la franchise. D'autant plus que, ouais, il y a une bonne, il y a une bonne liste. Elle était assez longue, hein, quand on s'y penche. Néanmoins, on va dire tout de suite un truc. Ils ont voulu, les gens qui ont fait cette liste, la personne qui a fait cette liste, elle a vraiment voulu être très exhaustive, à un point où c'en est un petit peu trop. Un petit peu trop, parce que vous voyez jusqu'à la ligne 1, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la ligne 7, les 7 premières lignes, c'est que des trucs que je vais pas compter vraiment, en fait. Parce que ce n'est que des persos très mineurs, qui ne sont pas des persos pour certains, et qui devraient tous rentrer dans une catégorie où what the fuck, c'est quoi leur délire avoir voulu incorporer ça. C'est plus ou moins ça l'impression que j'en tire, et donc ouais... Je vais essayer de vous faire ça vite, mais voyez qu'il y a un gros morceau à traiter, donc j'ai fait 3 catégories pour ça, histoire de dire quand même que je vais faire un petit peu le détail, parce que 7 lignes sur une seule colonne, ce sera peut-être un petit peu trop. Donc ce que j'arrive pas à retracer, ce que je retrace mais qui n'est qu'une blague, et ce que je retrace mais qui n'est pas vraiment un perso à proprement parler dans l'histoire. C'est plutôt une sorte d'outil scénaristique pour un tout petit peu illustrer l'histoire, mais en soi ça vaut rien en tant que perso, quoi. Mais c'est pas mauvais, mais c'est juste pas vraiment un perso. Donc voilà. Alors première chose, je sais pas ce que c'est une vision à travers des lunettes, vous savez, ce truc-là, et je sais pas à quoi ça fait référence, je sais pas à quoi ça fait allusion, donc je sais pas, ça c'est sans doute un truc. Alors là, je me souviens du personnage, c'était juste une blague rapide de 2 secondes, pareil, pour je vais faire ça vite, je me souviens pas, t'as de très beau design, ah si, c'était la pauvre poupée qui avait été transformée en espèce de monstre mélange par Sid, si je ne m'abuse, et ouais, c'était assez glauque à ce niveau-là. Allez, vous savez quoi, allez, si je me souviens, je la mets en si je me trompe pas. Nous avons ensuite ça, c'est-à-dire le jouet de la pub. Il va y avoir plusieurs versions de Buzz, il va y avoir plusieurs versions de tout ce que vous voulez, quoi. Donc le Buzz de la pub, c'est pas vraiment un perso, quoi, c'est d'une pub. Ça, bien entendu que le jouet de la pub, c'est pas le même que Buzz, mais quand même, là, c'est un peu pareil. C'est le Buzz du jeu vidéo. Enfin, d'après ce que je comprends, parce que bon, il n'y a pas des indications sur chaque putain de vignette. Le boss qu'on connaît, évidemment, c'est un perso central. Évidemment que je le compterai pas pas vraiment un perso, mais voilà, c'est le boss du jeu vidéo qu'on voit dans le second film. Et ouais, c'est bien, mais je sais pas si on peut appeler ça un perso. Donc là, c'est la pauvre victime de Sid qu'on voit au début, donc assez tragique pour le personnage, mais on le connaît pas, quoi. C'est juste une victime, donc c'est pas vraiment un perso, c'est un outil scénaristique. Là, je le recadre pas. C'est pas impossible que ce soit un jouet monstre de Sid. Ça, je recadre pas du tout ce que c'est. Ça me dit vaguement quelque chose. Ah oui, alors là, ça, c'est les 3 poupées de la fille, de la petite sœur de Sid, et je ne pas marqué particulièrement. Ça, c'est une blague de 3 secondes, et je pense même pas qu'on le revoit particulièrement après coup. Je les resitue pas, ceux-là. Je le resitue pas, vraiment. Je le resitue pas. Je sais même pas à quoi ça fait allusion, ce truc-là. Est-ce que c'est censé être une abomination de style? Je ne sais pas. Là aussi, je ne sais pas, j'arrive pas à le recadrer, je le recadre pas. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je le recadre pas des masses. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses. Je le recadre pas, je le recadre pas, je le recadre pas. Je sais même pas ce que c'est un coin de canapé, censé être un personnage, ça. Je comprends pas ce que ça veut faire là.
je recadre pas. Il me semble que c'est un perso qu'on voit au tout début du premier film qui participe au truc global, mais je le recadre pas. Nous avons ensuite, punaise, alors des Barbie que j'arrive pas vraiment à recadrer particulièrement non plus. Parce qu'il y a eu beaucoup de Barbie dans le second film, et alors là, je vois pas. Et on parlera de celles qui apparaissent un petit peu plus et qui m'ont un peu plus marqué que ça, mais je la recadre pas celle-là. Spécialement. Ensuite, je recadre pas. Je me souviens vaguement du gars, il me semble que de la petite. C'est même pas une blague en fait, il est juste là pour illustrer. C'est pas vraiment perso ça. Ensuite. Non. C'est qui ce de là? Je ne sais plus. Sans doute qu'on les voit rapidement. Voilà. Ça oui, alors non, tout ça c'est que les persos et qui passent lors du petit vide-grenier de la mère d'Andy. Voilà. Là, pareil. C'est pareil. C'est la fille qui l'a trouvé rapidement, mais qui le lâche vite. C'est une blague. Je trouve ça une blague sympa, mais une blague. Il me semble que c'est les parents de Molly, si je ne m'abuse, l'ancienne propriétaire de Jessie. C'est pas vraiment un perso. Mais voilà, là nous avons tout le casting de la vieille série de Woody et ouais, dans l'absolu aussi, ce sont des persos différents des Woody, Jessie, Papy Pépite qu'on connaît. C'est vrai, c'est pas les mêmes jouets, mais c'est pas vraiment des persos. Et une fois de plus, c'est pas parce que je mets ça dans cette case que c'est mauvais, mais c'est juste que est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un perso ou un outil scénaristique? C'est juste là pour faire la blague et tout. Et montrer ce petit lore autour du personnage, mais si il faut vraiment que je lui chante en tant que perso, ce serait vraiment les vieilles séries ultra kitsch, ce serait pas fameux quoi. Et après, je recadre pas. C'est la merde de Molly. Il me semble que c'est lors du flashback de Jessie, mais je recadre pas, hein, désolé. Ça, ce sont les jouets d'autres jouets de Molly. Je veux dire que c'est Molly, j'espère que je me trompe pas. J'hésite entre Molly et Penny, qui est l'ancienne propriétaire. Là, c'est l'acheteur pour le fabricant. Non, c'est pas lui, hein. C'est pas ce personnage-là, c'est ce personnage qu'il a au bout du fil. Donc c'est le mec qui a un accent chinois très, très prononcé comme ça. C'est pas un personnage, pour moi. J'aurais presque envie de dire que c'est juste une blague, mais ça vient surtout du doublage français. Ça, je le recadre pas. Comme je vous dis, il y en a trop, quoi. Je recadre pas. Je veux pas non plus passer 50 ans sur tous les c'est le pigeon qui a manqué de bouffer Monsieur Patate. Blague. Je recadre pas. Je sais même pas à quoi ça fait allusion, parce que c'est pas le chimpanzé, hein. Le chimpanzé, il a sa petite vignette plus bas. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas exactement à quoi ça fait référence. Là, c'est tous les jouets de la garderie. Je sais plus. Vraiment, ça... la garderie en règle générale... C'est pas vraiment un perso, ça. Nous avons ensuite les enfants qui sont des enfants typiques, qui appuie un peu le fait que cet âge-là, c'est pas vraiment joué correctement et docilement avec des jouets, quoi. Pareil pour celui-là, si je ne m'abuse, je sais plus ce que c'est. C'est une fille qui ouvre un cadeau, je sais même pas. C'est quoi? Je recadre pas, c'est chiant, hein. C'est chiant, mais il y a beaucoup de trucs, là, je recadre pas. Ce vieux, je le recadre pas. Ces deux jouets, je le recadre pas. Lui, je le recadre pas. GPS. Un GPS, c'est un personnage, ouais, non. Il me semble qu'il est un peu, mais lui, je me souviens vaguement que c'était une blague, un tout petit peu. Je recadre pas. Je recadre pas. Puis j'y jouais, non, mais vraiment, hein. Attendez. Je vais peut-être le mettre avec d'autres, et je me souviens vaguement. C'est compliqué, hein. Donc, non, ça, je recadre pas. Je sais plus qui c'est cette fille. Elle me dit vaguement quelque chose dans son design, mais je la resitue plus. On est presque sur la fin. Alors lui, c'est même pas... Je sais même pas s'il apparaît vraiment dans la franchise Toy Story en soi, mais c'est le personnage central du court-métrage Toys.
le tout premier court-métrage du studio Pixar. C'est sans doute pour faire cette petite référence que c'est là. En toute sincérité, voilà, c'est pas vraiment un perso de la franchise, hein, mais je vais pas faire ça pour chaque truc. Ça, c'est des persos qui sont juste là pour être des blagues de passage rapidement lorsque Buzz est bloqué dans Toy Story 4. Là, c'est la figurine de mon voisin Totoro, c'est une référence. Il a aucun rôle ou quoi que ce soit, il apparaît juste en arrière-plan et les gens disent waouh, c'est incroyable, on a fait référence à mon voisin Totoro, c'est énorme. Et puis après avoir vu le film, je vous cache pas que c'est pas une référence qui me fait sauter au plafond. Mais bon, ok, je vais dire que c'est pas vraiment un perso. Donc, nous avons ensuite Lotso numéro 2. C'est pas le même Lotso, c'est pas le Lotso principal qui, bien entendu, fait partie des personnages importants. Lotso numéro 2, eh ben, c'est pas vraiment un perso. Il aide à appuyer que les jouets peuvent être changeables, mais c'est tout. Et c'est bon, je crois que j'ai situé. C'est bon, une seconde. Oui, c'est bon, la fille, c'est elle. Et je pense que je peux la compter dans les personnages. En effet. Elle joue un rôle un petit peu important. Je la compte. C'est l'ancienne propriétaire de Lotso. C'est compliqué de tout retenir. Je la situe pas vraiment. Je situe pas ce que c'est que ce machin. Je situe pas. Avec l'expression complémentaire devrait me dire quelque chose, mais là je vous cache pas. Et lui non plus. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un délire du court-métrage dans la salle de bain, qui était vraiment un des plus mauvais, mais bon, je resitue pas. Je sais même pas c'est quoi ce truc. J'ai l'impression qu'il s'est planté dans ses. Je resitue pas ce gars-là. Ça, alors, ce n'est pas Rex. Enfin, je veux dire, il y a déjà une image de Rex. C'est Rex géant. Et je sais pas à quel Rex géant vous faites allusion. C'est quand il se fait son délire dans un bain de bulles ou son apparition dans le bêtisier de Monstres et compagnie. Je sais pas trop. C'est juste une blague, ça. Et alors, nous avons un autre Zurg. Et je sais pas exactement à quoi. C'est parce que c'est pas le Zurg de Toy Story 2. Il est là. Une fois de plus, c'est compliqué. Cette liste, je vous recommande pas particulièrement de la faire. C'est juste que j'avais envie d'un truc qui soit complet pour que je parle un peu tout le monde. Et même là, j'ai l'impression qu'il manque un personnage. J'y reviendrai quand j'y serai. Mais ouais, quoi, qui est une partie à élaguer. Et ça m'embête d'avoir passé autant de temps là-dessus. Donc lui, je sais, c'est pas exactement. Je crois que c'est juste une blague d'un court-métrage avec Mini Buzz. Mais il devrait y avoir Mini Buzz à ce moment-là. Donc je veux dire que c'est juste une blague. Bien, nous pouvons commencer la liste réelle de ces personnages-là. En commençant donc avec tout ce qui est le musée des horreurs de Sid. Et ces personnages que je trouve très intéressants conceptuellement et qui sont développés juste ce qu'il faut pour avoir un peu d'impact sans être extraordinaire. Mais voilà, nous avons donc les jouets abominations de Sid, des pauvres gars qui ont subi un petit peu ces expériences. Et oui, elle aussi en fait partie, j'en suis presque sûr. Hein. Je sais plus, bref. Et ouais, si je peux les juger sur leur design, il y en a qui sont un petit peu moins marquants que d'autres, évidemment. Et là, par exemple, ça marque un petit peu moins. Je vous mets le cas ici, c'est pas forcément simple. Ça a l'air de rien, ça, mais voilà, prendre des jambes et ça par-dessus, t'imagines un petit peu comment sent le jouet, ça doit être ultra horrifiant, ça. C'est dingue, je pense que c'est la partie la plus osée que la franchise Toy Story ait fait à un certain degré à ce niveau-là. Donc, ouais, je me mets un petit peu à la place de ceux-là. Je pense que c'est ces deux-là qui m'ont le plus marqué, évidemment, parce que on ressent vraiment la peine de ces jouets qui ne peuvent pas l'exprimer vraiment. Ils ont cette expression fixe et même pas d'expression, et c'est assez énorme, Après, ce ne sont pas des personnages ultra développés, je ne peux pas les mettre plus loin que ça, mais il y a une force importante. Donc nous avons ensuite quelques personnages qui m'ont tout petit peu marqué dans Toy Story. Alors, tout d'abord l'ardoise du premier. Je pense pas qu'on la voit beaucoup plus après coup, l'ardoise magique. Ah, c'est ça, elle est sympa. Je la mets en C parce qu'elle aide un tout petit peu. Il y a un petit jeu sur ce qu'elle apporte. Mais bon, on joue pas des masses dessus non plus. Nous avons la voiture, et là la voiture on joue pas mal dessus sur la fin.
Je sais pas si ça mérite d'être en B pour ça, mais ouais, c'est du C+, ça. Après, nous avons donc la sœur de Sid, pauvre petite fille qui subit un petit peu ses crises et qui a une dynamique très naturelle avec lui. Après, bon, c'est un personnage très rapide en soi, donc je n'irai pas la placer si haut que ça. Nous avons ensuite Sid, je me souviens que je l'ai déjà techniquement placé, et je sais plus si c'était en C ou en B. Et il me semble que c'était en B. Il est efficace comme antagoniste, du moment, c'est pas le plus extraordinaire qui soit, mais en tant que menace à gérer à l'échelle des jouets, je trouve que c'était plutôt bien pensé. Et s'il avait été mieux animé, peut-être qu'il m'aurait plus marqué. Et j'apprécie le fait que dans le Toy Story 3, on le voit rapidement faire quelque chose. Après, nous avons donc son chien, qui serait plus réussi s'il n'était pas animé aussi moche. Parce que, je vous cache pas, de tous les personnages de Toy Story, le pire c'est lui. Hein. C'est une menace physique importante, cette espèce de chien qu'on doit éviter parce qu'il est un petit peu enragé, entre guillemets. Ça passe bien, mais c'est rapide déjà. En toute sincérité, c'est rapide. Et ouais, c'est l'animation. Elle est pas. Hein. Ce qui aide quand même quelque chose, c'est l'animation. Nous avons ensuite. Alors, les Martiens, je sais pas si ça valait le coup de les compter en tant que vrais personnages ou pas. D'ailleurs, non, hein. Les premiers, c'est une blague. Ah, ce sont ceux du distributeur du Toy Story 1. On est dans Toy Story 1 pour l'instant. Hein. Ceux du distributeur de Toy Story 1. Et ouais, c'est une blague drôle. Et puis nous avons celui-ci. C'est une pauvre victime comme les autres. Et j'avoue que c'est plutôt... C'est intelligent de jouer sur le gars. De montrer cette espèce de petit truc qui ne comprend rien, qui s'imagine juste avoir trouvé une sorte de maître à vénérer entre guillemets et qui tombe là-dessus. C'est quelque chose. Bien, je crois qu'on a terminé avec Toy Story 1 et on passe au personnage de Toy Story 2. Alors, j'ai pas précisé, je m'excuse, j'aurais dû le faire au début. On va traiter les personnages de passage, film par film, pour terminer sur les personnages récurrents qui apparaissent dans plusieurs films de façon très notable. Donc, évidemment, hein, nos jouets principaux ne sont pas là. Les personnages qui apparaissent dans deux films de façon assez poussée, on les compte pas, on les comptera plus tard évidemment. On commence seulement sur les personnages qui ont de l'importance pour un film vraiment. Que ce soit dit. Alors, les petites jumelles, je suis plus sûr si elles sont dans le premier ou dans le deuxième. Il était mignon, il était sympa. C'est un peu comme la voiture, quoi. Il aide, il est là pour aider. Et dans l'expression, il y a un petit quelque chose un peu trop trognon. Allez, je le mets là. Nous avons ensuite le petit pingouin. Et il est là pour servir de victime. Un peu mignonnet sur les bords, mais en toute sincérité, je trouve que son intégration dans Toy Story 2 force. C'est un petit peu trop gros comme mot. Rend pas le déroulé ultra fluide, ultra puissant, quoi. C'est genre la pauvre créature qui est délaissée. On fait le parallèle avec Woody, ce qui est plutôt intelligent. Et après, bon, c'est la pauvre victime. La pauvre victime qui va amener la chose. Et une fois que c'est fait, ben, on s'en fout de lui, quoi. Donc, ah, ça va, hein, il passe tout à fait correctement, mais je sais pas, je situe pas si haut que ça. Après, nous avons donc... Comment on appelle ça maintenant? C'est le même principe que l'ardoise, seulement on est un petit peu plus utile. et il va avoir un peu plus d'utilité, donc je vais le mettre là. Et c'est pareil pour ça, je me souviens plus exactement les circonstances, mais à peu près par là. On va pas traiter ça en grand détail à chaque fois. Nous avons le chien, et que j'aurais peut-être dû compter comme perso récurrent, puisqu'il apparaît techniquement dans les 3 premiers Toy Story. on le voit ultra rapidement à la fin, enfin on l'entend rapidement à la fin du premier, on le voit en détail dans Toy Story 2, et on le montre pendant une toute petite minute dans Toy Story 3. C'est un peu juste, hein. Si on partait là-dessus, je compterais Sid comme perso récurrent, donc non, il brille surtout dans le deuxième film, mais il est très mignon et assez drôle dans le deuxième film. Ouais, on ne voit pas tout à fait Sid, mais je me le mets là. Il est très très sympathique le chien. Après, nous avons donc Barbie Hôtesse qui présente un petit peu le magasin à tout le monde. Très bonne blague, c'est peut-être un peu plus que juste une blague en fait. Ah, elle aide un tout petit peu à faire en sorte que nos personnages découvrent cet endroit-là et à ce que
ça vienne plus fluidement la découverte et les différents rebondissements qui ont lieu. Et tel quel, je trouve qu'elle rend bien. Bon, ça vaut pas plus que c'est, faut pas exagérer. Nous avons ensuite donc les Barbie. Elle, c'est qu'une blague, hein, c'est juste une blague. Donc voilà, contrairement à punaise, celle que j'ai mis là-dedans, j'ai plus exactement. C'est vraiment juste une blague comme ça pour illustrer un petit peu comment on s'amuse en attendant dans le magasin. Après, nous avons donc la fille qui récupère Papy Péclite à la fin. Bon, elle, c'est pas vraiment un perso. Et c'est surtout elle que je voulais compter comme personnage. Qui appuie un petit peu vers quoi se retrouve Papy Pépite à la fin. Et vous vous rendez compte quand même du niveau de certains personnages qui sont mis là-dedans, quoi. Donc j'hésitais à la compter comme personnage vraiment ou pas. J'estime qu'elle appuie bien quelque chose. Comme l'autre, les deux appuient bien un petit quelque chose. Je trouve que vous avez bien géré vos Barbie dans Toy Story 2. Vraiment. Et avoir su développer davantage cette franchise dans Toy Story 3, c'était un plus, largement. Hein. Ensuite, nous avons donc le second Buzz. C'est pas le Buzz qu'on connaît depuis le début, c'est le Buzz qu'il découvre en magasin, qui prend sa place et qui emmerdera un petit peu la situation. Et lui, il est ultra drôle. Il vaut pas un A non plus, mais je le trouve plus sympathique que Sid dans l'absolu. Sid, une fois de plus, c'est un très bon antagoniste à son échelle. Là, c'est un perso gag qui, tout en étant drôle dans sa façon de ne pas comprendre ce qui se passe, pour permettre d'avoir encore un petit peu cette situation comique qu'avait le premier film autour de Buzz l'éclair sans dénaturer Buzz l'éclair, vous avez rendu quelque chose de bien, tout en faisant une petite menace, parce que voilà, il remplace le Buzz original, et c'est pas Glob Glob, nous en conviendrons. Donc, très très bien rendu, et c'est pareil pour ce jouet Zurg qui est à peu près dans le même niveau. En fait, c'est deux tarés qui sont dans leur délire, ils s'y croient trop et ils apportent quelque chose à l'histoire sans vraiment être inclus dedans. C'est assez marrant, je trouve. Ça fait partie de ces cas où c'est clair et net que ce n'est pas pensé pour agrémenter vraiment l'histoire, mais créer du conflit et s'incorporer de façon assez fluide pour pas que ça donne l'impression que c'est grossier. Et j'aime bien l'un comme l'autre. Il y a pas mal de moments d'interaction très drôles entre eux et je sais pas si je mets un... peut-être pas le mettre aussi haut que Sid, mais je trouve qu'il complémentait bien le délire de ce buzz là. Bien, nous avons ensuite Molly ou Penny, ou peut-être autre chose, je ne sais plus, une fois de plus. Et ouais, c'est à la fois pas vraiment un perso, tout en étant un perso important quand même. C'est le principe du chasseur dans Bambi dont j'avais parlé avant, c'est-à-dire que c'est un élément scénaristique qui est là pour appuyer quelque chose, appuyer la mentalité des personnages. Est-ce que en tant que personnage, il y a quelque chose de très précis à dire ? Je sais pas, je ne sais pas exactement quels sont ses centres d'intérêt, je ne sais pas exactement quel est son caractère à Molly, ou à Penny, ou je ne sais plus. Vraiment, je suis désolé, la mémoire des noms et moi, ça fait deux. Bon, ce personnage-là est donc un petit peu particulier, puisque c'est surtout une trace dans la vie de Jessie. Et cette trace, elle est très forte en soi. En tant que personnage, est-elle ultra développée ? C'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire ? Donc... il y a un bonus sur le fait que elle est marquante par rapport à tout ce qu'elle représente et un malus par rapport au fait que je sais pas du tout qui c'est en fait. Je sais pas du tout qui c'est cette fille. Je sais juste que Jessie l'aimait et qu'elle représentait tout pour elle, mais en soi c'est qui? Certains diront que c'est la mère d'Andy. Il y a toujours cette petite théorie là, un de ces quatre, que je pourrais peut-être traiter dans une vidéo si j'en ai le temps, mais ouais, j'ai vraiment pas cette impression là, non seulement. Et puis regardez sa couleur de cheveux. Et regardez la couleur des cheveux de la mère d'Andy. C'est pas tout à fait pareil, hein, on est d'accord. J'ai beau être daltonien, c'est pas la même couleur de cheveux. Hein. Donc les cheveux peuvent changer de couleur en grandissant, mais pas sûr que ça colle. Hein.
Ça peut être une voix apportée si jamais je traite cette théorie. Bref, on va traiter donc les personnages les plus intéressants de Toy Story 2 après coup. Donc déjà le réparateur, un personnage sympathique et j'ai envie de dire c'est un peu comme lui. C'est peut-être pour ça que je dis, peut-être qu'il apparaît dans un des films Toy Story, mais alors là, je vois pas où, hein, vraiment je vois pas où, parce que lui c'est un personnage également de court-métrage Pixar à la base, et qui a donc son passage plutôt réussi. Voilà, je peux pas mettre beaucoup plus que B pour un personnage qui a juste un épisode d'apparition, hein, je suis désolé. Mais voilà, un personnage plutôt réussi dans son apparition. Ce personnage, pour le peu qu'il apparaît, je trouve qu'il illustre pas mal un petit développement autour de Woody, c'est-à-dire, bon, il est cassé à un moment donné, enfin il est cassé, il a un bras en moins, il lui répare de façon très léchée, très détaillée, on voit qu'il s'y connaît, hein, donc ça crée un petit moment assez prenant dans l'idée avec la musique, le côté vraiment très fin du gars, et ça permet de faire un petit contraste avec la fin où lorsque c'est Andy qui le répare, ben c'est pas aussi beau, mais ça a beau pas être aussi beau, c'est lui quoi, c'est très bien ça, et ça aide aussi scénaristiquement, parce qu'il peut pas se barrer tout de suite grâce à ça. Il apporte quelque chose pour aussi peu qu'il apparaît. Ensuite, nous avons donc le collectionneur. Une fois de plus, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de peine pour lui, et j'ai du mal à le considérer comme un méchant. Voilà, je le dis clairement. Mais en tant que personnage, bah, c'est du bon B là aussi. Bon, j'estime que c'est pas un personnage extraordinaire dans la mentalité non plus, hein. Il y a des moments qui sont un peu grossiers, juste pour le plaisir d'être un peu grossier pour le LOL. Ce qui fait que bon, ça vaut pas un A, mais il est efficace comme menace parallèle à la principale, parce que la principale menace c'est Papy Pépite, et c'est le premier A de cette liste. Rassurez-vous, il y aura du A, il y aura du S. Voilà, on parle vraiment des personnages qui n'apparaissent qu'un épisode. C'est normal qu'on n'ait pas des rangs ultra élevés, hein. Quand on parlera des persos récurrents, rassurez-vous, ça viendra. Donc, ouais, Papy Pépite, très bon antagoniste surprise. Vraiment, et j'apprécie beaucoup le fait que le film appuie que il a des raisons de faire ce qu'il fait et que c'est compréhensible totalement ses motivations. Même si au bout du compte, il est prêt à ramener un petit peu les autres à lui et à s'en foutre royalement de ce qu'ils veulent. Mais on comprend un petit peu ce qu'il veut et je le trouve très intéressant. C'est un des meilleurs persos de méchants surprises faits par Disney Pixar pour moi et il le vaut, hein. Après, nous avons donc la partie Toy Story 3. On commence progressivement à avancer avec donc la partie Barbie et Ken que j'adore, je les trouve super drôles et je les mets tous les deux en A. Alors bon, non, en fait, je vais faire une petite je vais mettre Ken en B, quitte à ne pas les avoir ensemble. Mais voilà, Ken, le problème que j'ai avec lui, c'est que son retournement de veste, comme tous les autres méchants, est trop rapide et manque vraiment de développement pour valoir plus que ça. Mais au-delà de ça, son duo avec Barbie, le côté humoristique bien rendu, je trouve que c'est excellent. Et Barbie elle-même, au-delà de son côté très stéréotypé sur lequel on joue de façon très drôle, eh ben, elle montre qu'elle a une attache envers ses amis et qu'elle est solidaire avec eux. Ce que j'apprécie beaucoup, quoi. On aurait pu juste se contenter d'en faire un stéréotype un peu comme celle-là, c'est-à-dire marrant, qui apporte un petit peu quelque chose à l'histoire, mais pas ultra impactant. Vous en faites quelque chose, et donc ça voit, de justesse, mais ça voit. Lui pas loin, parce que le problème c'est surtout son retournement de veste à la fin qui est trop rapide. Et nous avons ensuite des personnages de Bonnie, enfin des jouets de Bonnie, et si je les compte seulement en apparition rapide, c'est que j'ai pas souvenir qu'ils aient une importance particulièrement notable dans Toy Story 4 ou même dans un court-métrage dérivé. Donc ouais, c'est plutôt des personnages notables dans un seul film. Ce gars-là, ça va? Suffisamment sympathique. Je sais pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ça va. Et nous avons aussi ces petites boules là. Je sais pas, leur petit gimmick est assez marrant, j'avoue, pour le peu qu'on les voit. Néanmoins, je pense pas que ça vaille plus de C quoi. Ouais, je vais faire ça, je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons le petit téléphone de la garderie qu'on essaye un
tout petit peu d'incorporer dans l'histoire en disant hey, je veux bien t'aider, je veux pas être cassé, mais ils m'ont cassé. Et je pense que ça aurait été plus fort si on l'avait un tout petit peu plus développé après coup. Mais une fois qu'il a été cassé, comme on dit, ben voilà, il est juste là pour être là, quoi. Il sert plus à rien. Donc, il aide. Il aide à faire progresser le scénario. Il aurait pu être un tout petit peu plus marquant que ça dans l'absolu. Donc, ouais, je vais le mettre. Je vais le mettre là, en haut du C. Après, nous avons. Alors les deux versions un petit peu chamboulées de base, c'est-à-dire celle où il repère la mémoire et redevient le zinzin de l'espace, et El Buzzle. Donc, la personne qui a fait cette liste s'est dit qu'on pouvait les compter à part. Et c'est vrai que c'est pas exactement le même personnage que Buzz. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, bon, El Buzzle, c'est une très bonne blague. C'est une excellente blague, hein. J'ai envie de dire, si je devais classer les blagues, c'est le numéro 1, hein, facilement. Et ça va peut-être un petit peu plus loin, ça aide un tout petit peu à appuyer sa relation avec, avec Jessie. Et au moins on montre que c'est un héros valeureux malgré tout, quoi. Il y a toujours ce côté-là de sa part. Donc allez, oui, je le mets en B. Je le mets en B. Ce buzz là qui est un peu chiant en fait. J'avoue, on n'en fait pas grand chose. Il est là pour servir rapidement de menace au héros. Parce qu'il a perdu la mémoire et donc on lui fait croire des mensonges. Et ok, ça crée cette petite tension rapide, mais c'est pas si marquant que ça, en tout cas pas pour moi. Donc ça va sans plus. Ouais, je vais mettre là. Nous avons ensuite Grand Corps Malade en Clown Triste. Ça lui va bien. Oui, c'est un personnage qui aurait pu marquer plus dans l'absolu s'il avait été un peu mieux incorporé et s'il avait été plus développé. Mais bon, une fois de plus, c'est ça le principe, quoi. Des personnages sont pas pensés pour être des niveaux S. Voilà, on n'écrit pas tous nos personnages pour que ce soit des cas super développés, super profonds à chaque fois. Et donc, c'est touchant de voir un pauvre jouet essayer de s'en tirer après ce petit trauma en s'éloignant de ceux qui étaient ses amis avant. Ça aurait été plus fort si on avait passé plus de temps sur lui, mais à ce moment-là, le film aurait duré 4 heures, hein, s'il fallait passer plus de temps sur tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans Toy Story 3. Donc oui, ça va, je vais le mettre en bas du P. Après, nous avons cette espèce de cauchemar. Et ouais, le seul truc que j'ai contre ce personnage dans l'idée, c'est qu'à la fin, on essaye de dire qu'en fait, c'est bon, hein, il est avec les gentils, donc il n'y a pas de problème. Alors que bon, si c'était une espèce de truc de film d'horreur, quoi, durant une bonne partie du film. Donc oui, ultra efficace, hein. Toute sincérité, plus efficace que dans l'idée. Ouais, je vais le mettre là. Ensuite, nous commençons alors à traiter de tous les méchants qui travaillent pour Zurg. Et pour l'autre, excusez-moi. C'est bizarre qu'on mette la bande là et les personnages à part. Je vous cache pas, c'est un peu bizarre comment on me l'a présenté ce truc là. Donc comment je traite ça, je sais pas. Je sais pas exactement. Bref, ça... Je veux dire que c'est pas vraiment un perso, c'est un collectif. Et voilà, les méchants en soi, dans l'absolu, se valent plus ou moins. Bon, il y a lui qui est juste là pour une apparition rapide, je vais le mettre en C. Ouais, en C par ici, quelque chose comme ça. Et ceux-là, ça va, même si je trouve que leur retournement de veste, là aussi, va trop vite. Mais ça va, hein, c'est des petits mercenaires qui font leur effet. Ce que vous voulez que je vous dise, des masses de trucs à rajouter là-dessus. Donc, ouais. Allez, je les mets ici. Voilà, juste en haut du C. Il va y avoir beaucoup de trucs en haut du C. Bien, nous avons ensuite Baby. Là aussi, c'est un cas très fort qui aurait été encore plus fort s'il avait été développé, mais je trouve que c'est un tout petit peu plus réussi que son ami Clown.
dans l'idée. On le voit vraiment être traumatisé par ça et avoir ces réactions de trauma justement lorsqu'il apprend certaines choses, lorsqu'on essaye de le raisonner. Et ces moments-là sont vraiment forts. Le moment où il se débarrasse de Lotso parce que il se débarrasse enfin de cette espèce de tyrannie, d'oppression qu'il a exercée sur lui en le mettant au même niveau que lui dans sa rage, je trouve que c'est super fort. Je pense que ça aurait été encore plus fort si ça avait duré plus longtemps, mais vous savez quoi? Allez, je le mets là. Je le mets là. Il a vraiment réussi dans le peu de temps qu'on le voit. Nous avons ensuite Lotso, aussi excellent personnage, le meilleur pour l'instant, très très bon antagoniste. Le premier antagoniste qu'on pourrait qualifier de vraiment méchant à proprement parler, mais même là on met en place un raisonnement psychologique qui l'a poussé à atteindre ce niveau de connardise là. Et je trouve que c'est ultra fort à plusieurs moments et gérer ces deux surprises, sa première surprise où on apprend que c'est un méchant, je le redis, je trouve pas une seule microseconde que c'est une surprise. Une fois de plus, il faut être très jeune ou faire gaffe à rien pour pas voir venir ça, mais le moment où il affirme de façon claire qu'il est irrécupérable, qu'il n'a aucune race entre guillemets si j'ose dire lorsqu'il abandonne les autres, ça c'est un moment super fort du personnage et à la fin il a un peu ce qu'il mérite, il va être gardé par un mec qui, bon, le détestera pas, mais le traitera pas de la façon la plus propre qui soit. Donc, il y aura dans un petit enfer à sa sauce. Un peu pareil que ce qu'a vécu Papy Pépite, à un certain degré, mais dans un sens où on se dit, contrairement à Papy Pépite, qu'il n'aura aucune chance de véritable apaisement. Il ne trouvera pas un quelconque bonheur à cette situation après coup, non. Il est voué un petit peu à ça. Donc oui, ce personnage là, ouais, c'est l'éboueur qui bosse. Je sais pas avec qui il bosse d'ailleurs, c'est juste un éboueur. Il bosse pas avec Sid. Sid, on le voit au début du film Toy Story 3 et on le voit pas à la fin. Donc ouais, l'éboueur, ça va. Et une fois de plus, je sais pas si on peut appeler ça un personnage à proprement parler, quoi. Je le mets vaguement en tant que personnage, mais ça aurait pu être là. Et pareil, et ça, c'est un peu le même principe que l'ancienne propriétaire de Jessie. Elle appuie totalement cette fille, la première à avoir possédé Lotso, ce que représente le fait de posséder un jouet et le fait de sentir que le monde s'écroule lorsqu'on n'a plus ça. Il y a un parallèle assez intéressant à faire avec Jessie et Lotso, alors qu'ils n'ont pas des masses d'interactions ces deux-là, mais il y a vraiment un parallèle très intéressant à faire lorsque elle a sa rédemption. Elle cuve ça, mais apprend à aller de l'avant enfin, et que lui non. Ce personnage, symboliquement et mentalement pour d'autres, apporte beaucoup à l'histoire. Après, c'est qui cette fille? C'est quoi sa mentalité? Qu'est-ce qu'elle aime? J'en sais rien, c'est très délicat à vraiment juger quoi. Mais voilà, je les mets côte à côte parce que pour moi c'est la même approche. Très intéressant comme ajout, comme incorporation. Bien. Après, nous commençons Toy Story 4. Je pense que je vais être un petit peu moins sympa, bizarrement. Bizarrement. Et c'est assez étrange à dire, mais je pense que si je devais un peu faire le topo entre Toy Story et Toy Story 4, parce que beaucoup de gens me disent tu préfères quoi, Toy Story ou Toy Story 4? Tu leur mets la même note. Et donc, si je leur mets la même note, 13 sur 20, ça veut dire que c'est la même qualité globale en soi. Et si je devais dire un petit peu ce qui fait que l'un réussit mieux que l'autre, c'est que en termes de scénario pur et sur le plan technique, Toy Story 4 est un peu plus prenant que Toy Story 1. Je le pense sincèrement. Il y a des moments très bons dans Toy Story 1 à ce niveau-là, mais c'est pas non plus extraordinaire scénaristiquement et ouais, techniquement, visuellement, une fois de plus, ça a pris un sale coup de vieux. Contrairement à Toy Story 4 qui est sublime visuellement. Alors qu'à côté de ça, en termes de personnages, eh ben, c'est beaucoup plus impactant. Les personnages ont beaucoup plus de poids et ils sont pas aussi irritants. Ça se compense un petit peu, je pense que globalement, si je devais choisir, je préférerais Toy Story 1 à Toy Story 4.
Et néanmoins, ouais, comme vous avez compris en représentant comme ça, oui, j'aime largement moins les personnages de Toy Story 4 que ceux de Toy Story 1. Et donc, on va commencer par Fourchette. Je l'aime pas du tout, hein. C'est un débile, il force le scénario et son développement... Son développement me fait considérer ça entre E et D parce que voilà, il finit par comprendre un tout petit peu mais beaucoup trop tard. Le fait qu'il se comporte comme un débile au début de façon abusée et forcée n'aide pas du tout à être attaché à lui. Une fois qu'il devient la damoiselle en détresse à sauver et qu'il commence enfin à comprendre Gabi Gabi, oui, ça va, c'est pas extraordinaire mais ça va, mais voilà, je me tape un gros lourdeau pendant la grande majorité de l'histoire, donc je sais pas comment dire, hein, donc allez, je suis juste pour le principe, je vais mettre en E+, hein, pas loin du D, mais E. Ensuite, nous avons donc sa copine, c'est quoi, comment elle s'appelle déjà cette connasse? Coutelasse, j'en ai rien à foutre, c'est une blague. C'est censé appuyer que ce nouveau personnage qui apprend la vie finit par se faire apprendre la vie de jouer par celui qui n'y croyait pas au début, donc ça fait une sorte de... J'essaie de donner l'argumentaire des gens qui diront que c'est pas si mal que ça comme idée. Donc je le comprends un peu quoi. Ça essaye de faire cette espèce de transmission au fur et à mesure et donc c'est pas mauvais en soi mais ça va tellement vite et c'est tellement ridicule. Même conceptuellement je trouve que c'est très con, je me suis déjà penché là-dessus quoi. Vraiment tu te crées un truc à la con en mangeant des tonnes de conneries les uns avec les autres et tout d'un coup ça crée un être vivant quand vous changez les règles et c'est très con pour moi. Bon, nous avons ensuite l'horloge qui est juste là pour faire se sentir mal Woody avec des remarques pas toujours très bien pensées. C'est pas C pour moi, pas du C. Ensuite nous avons les parents de Bonnie. Et ça va, sympathique. J'aurais peut-être pu compter la mère comme personnage récurrent puisque elle a un peu d'importance dans le troisième film. Alors, en fait, j'ai à peine souvenir qu'on la voit dans le... On la voit dans le quatrième film, mais j'ai à peine souvenir de ses interactions dans le quatrième film, quoi. Donc c'était un peu limite. Je compte là, histoire de dire. Puisque je compte le père qui, lui, n'apparaît pas dans le troisième film, à ma connaissance, de ce que je me souviens. Donc, ouais, je les compte ensemble. La mère est un petit peu mieux, mais ça casse pas la baraque. Ouais. Sur le haut du C, hein, le père aussi, ouais. Ah, c'est une maman aimante, ça va. Elle fait le minimum pour être suffisamment attachante et pas complètement oubliable. Et c'est pareil pour le papa, quoi. Ils sont sympathiques sans plus. Les petits gars qu'on force autour d'eux, ça vient pas vraiment d'eux le problème que de la situation dans Toy Story 4, donc je leur en tiens pas trop rigueur pour ça. Nous avons ensuite les deux connards sur lesquels j'ai vraiment pas envie de m'étendre tellement je déteste cet archétype de merde. Ils vont en F. Insupportable et chiant. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous avons du Kaboom. Très marrant. Et c'est tout en fait. Et ouais, je sais pas. Je vais mettre en haut du B. Parce que il est marrant, vraiment, il est super marrant. On fait pas mal de trucs sur ses compétences. Il aide le groupe. J'aime bien, ça va. Hein, j'ai pas de problème avec lui dans l'absolu. Disons que peut-être que si on avait traité un tout petit peu plus au sérieux ses petits traumas avec son ancien propriétaire et qu'on n'avait pas juste traité ça en blague, j'aurais pu aller jusqu'au rang A puisque son humour aide beaucoup, mais c'est un perso gag qui est marrant. C'est pas le plus marrant au monde, mais il est bien marrant, mais j'ai pas de masse de choses de plus à dire. Elle, vraiment, je la trouve super sympa. C'est le meilleur perso rajouté de Toy Story 4, je pense.
Vraiment. Je la mets même devant la grande méchante qui est pas inintéressante, mais je la trouve bien cinglante dans ses remarques. Elle sait être là pour son ami Beau à plusieurs moments. Et on joue sur sa petite taille. Voilà, c'est une toute petite chose. Vraiment, elle est tellement petite que c'est presque un jouet pour jouer, quoi. Et elle joue un petit peu sur cette taille. Ça crée pas mal de situations cocasses. Et le fait qu'elle compense ça avec son intelligence et son habileté. Et j'aime bien, j'aime bien. C'est le meilleur perso de soutien qui a été inventé pour ce film. Et si les autres avaient été de cet acabit-là, je pense que j'aurais largement préféré ce film par rapport à l'impression qu'il m'a faite. Mais bon, on peut pas tous être réussis, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc, reste à voir d'autres personnages. Donc, on va voir tout ce qui est perso humain. Donc, le chat qui fait chier et qui est... Ben, en gros... lui en mieux réussi, parce que c'est exactement la même que ce chien là, mais avec un peu plus de temps d'écran et une meilleure animation, on va pas se le cacher, hein. Ça c'est clair. Donc ouais, c'est un petit cran au-dessus, hein, c'est sûr. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre là. Ouais. Ensuite, nous avons la grand-mère qui tient le magasin. Je la trouve plate. Mais pas plate, affreuse, plate, ouais, plate fancy quoi, hein. Après, nous avons ces sbires qui n'ont pas la parole et qui sont ultra flippants dans leur design. J'aime bien le fait que même dans Toy Story 4, on ose faire des trucs qui soient un tout petit peu horreur sur les bords, quoi, qui peuvent faire peur. C'est un truc qui est vraiment plaisant, quoi. On ose faire de l'illustration qui peut être un petit peu dérangeante, pas forcément ultra visuellement, mais dans l'ambiance, ça peut vous faire sursauter un petit peu, et je pense que c'est ceux-là qui ont le plus réussi la chose. Donc visuellement c'est bien. En termes de motivation, bah, ce sont des sbires quoi, et qui suivent Gabi Gabi parce que pourquoi pas. On montre absolument aucun lien entre ça, et bah, ça va, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, ça va. Je pense que ça va être le bas du B, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je vais les mettre là, je vais les mettre là, ouais. Ensuite, donc, Gabi Gabi elle-même. C'est un méchant réussi. Qui vaut pas tout à fait un A pour moi, mais le méchant réussi. Je trouve sincèrement que dans les deux premiers gros tiers, elle force un petit peu son côté menaçant, alors que quand on se penche sur elle dans le dernier tiers, ben, elle devient plus touchante. Donc, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi ça devient un petit peu trop, un peu bipolaire sur les bords, quoi, cette partie-là, même si on comprend un peu ses ambitions. Donc, c'est la partie un petit peu gênante pour moi. Mais au-delà de ça, réussi. Lorsqu'elle essaye d'être menaçante, elle réussit plutôt bien la chose. Ses motivations sont une fois de plus liées au besoin de trouver quelqu'un, tout simplement. Sa fixette au début, le fait que ce soit une âme à sauver en dépit de ce qu'elle a fait, c'est plutôt intéressant. Cette partie-là, j'ai rien contre. C'est une des choses qui sauve un peu le film. Donc voilà, en tant qu'antagoniste récupérable, elle s'en tire bien. Elle s'en tire bien. Elle vient ensuite donc avec des cas un peu particuliers. Alors ça, c'est la mère de cette fille. Ouais non, je suis pas vraiment en perso quoi. C'est juste pour dire que cette fille a une mère. Et nous avons donc les cas un peu particuliers de la fille qu'elle convoite au début et celle qu'elle aura à la fin. La fille qui ne l'accepte pas et celle qu'elle aura après coup. Et donc c'est très intéressant de voir cette fille sur laquelle elle a fait une fixette se dire en fait non, ça m'intéresse pas. Montrer la cruauté qui peut se ressentir même si elle n'est pas voulue de sa part. Et la fille qu'elle aide, qu'elle cherchait pas particulièrement, mais qu'elle finit par trouver grâce à l'aide des autres. Ils forment une sorte de dualité, ces deux personnages-là, dans un sens qui appuie bien le personnage de Gabi Gabi. Donc en soi, je sais pas, une fois de plus, c'est pas des personnages ultra poussés non plus, mais... Allez, ça va être un petit peu comme ça, je vais faire un tir groupé. C'est comme ces deux personnages-là, ils aident beaucoup à appuyer ce que recherchent nos personnages à travers cette situation d'être un jouet pour des enfants. Ce que ça représente psychologiquement pour le jouet s'il avait une âme, entre guillemets. Donc, c'est quand même pas rien, c'est pour ça que je les mets côte à côte.
Bien, Toy Story 4, c'est fait. Et avant de passer au perso récurrent, je me rends compte que... Sérieusement. Je me rends compte que j'avais pas vu qu'ils avaient... que la personne avait compté en double les personnages de jouets d'Andy et les rôles qu'il leur donne dans son petit délire de début de Toy Story 3. Donc... Et encore pas tous, parce qu'ils auraient pu faire pareil pour Woody et Buzz, même Jessie, mais apparemment ils sont dans leur personnage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça, c'est pas vraiment les persos. Je les considère comme des blagues dans l'absolu. C'est difficile à dire. Pas vraiment un perso, juste une blague. Bah, c'est pas vraiment un perso, quoi. Ouais, ça, c'est juste une blague. Et ouais, on va dire que c'est ça. Juste une blague. Ce sont des personnages créés juste pour le petit scénario que se fait Andy dans sa tête, et c'est marrant. Ça appuie aussi son imagination, donc c'est pas exactement juste une blague, mais vraiment quoi, c'est juste nos personnages qui jouent le jeu pour lui, donc bref, excusez-moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de doublons dans ce délire. C'est fait ça. Donc parlons des persos récurrents, en commençant par ceux qui sont tout juste récurrents, puisqu'ils proviennent de Toy Story 3 et un peu de Toy Story 4, avec Bonnie et ses jouets. Alors, la chef des jouets, que je trouve bien. J'aime bien son style, vraiment, et elle essaye un petit peu de calmer le jeu. Elle a pile poil le mot qu'il faut. C'est pas un personnage sensationnel, il est bien rendu. Je me trompais, je me trompais. Ensuite, nous avons Trixie, qui est un peu marrante dans le 3, qui est pas génial pour moi en tout cas, dans son court-métrage attitré. Ça va, elle se suit sans plus, et qui est pas ultra marquante dans le 4ème, et... ouais, ça va, si tu vas se mettre du haut de C, hein. Ça aurait pu être quelque chose si on avait davantage joué sur certains trucs qui étaient mis en place dans le 3ème volet, mais sinon tel quel ça va. Ouais, je le mets là. Voilà. Ensuite, ouais, lui, Monsieur, je m'y connais en ficelle de film d'horreur. C'est ça qui est chiant, c'est que il n'y a que de ça que je le remets. Et il est super lourd dans ce court-métrage. C'est la seule partie lourde de ce court-métrage, donc... je vais le mettre, ça va être le seul cas que je vais mettre en D. Voilà, je le mets en D. Histoire d'avoir un truc en D. Voilà. Puisqu'il est chiant dans le court-métrage. Cauchemar à l'hôtel. Ou une nuit à l'hôtel, je sais plus. Et ensuite, donc, Bonnie, la remplaçante d'Andy, qui est assez touchante en soi, mais qui est pas non plus le plus marquant au monde. Je trouve qu'elle est le plus touchant quand on fait la passation de Woody à elle. Une fois qu'on se centre sur ces petits problèmes de fille qui entre à la maternelle. Ouais, c'est censé être quelque chose de fort, et c'est surtout une espèce de petite mission que se donne Woody. Il faut que tout se passe bien pour elle, quoi. En soi, voilà, c'est une fille un peu timide qui a du mal avec la maternelle au début. Je me dis, ok, c'est incroyable. Je suis désolé, hein, je trouve pas ça sensationnel. Mais il y a des moments un petit peu jolis dans Toy Story 3 surtout, et ça va, elle passe tout à fait correctement dans Toy Story 4, hein, j'ai pas de gros problèmes avec elle. C'est juste que j'estime que c'est pas non plus un personnage sans sas. Allez, je vais le mettre à côté de son jouet. Juste à côté de son jouet. Bien, vient ensuite la famille d'Andy. On commence par ta petite sœur, qui est très effacée en soi, hein. On la voit un tout petit peu dans Toy Story 1, un tout petit peu dans Toy Story 2, un tout petit peu dans Toy Story 3. C'est pas vraiment un personnage d'un film, mais dans les 3 films où elle apparaît... En fait, on la voit même un petit peu dans Toy Story 4, oui, hein, puisqu'il y a le flashback avec Bo Peep, donc on la voit un petit peu tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle existe. Ça, c'est un truc que je peux dire. Elle existe. C'est une petite fille. Lorsqu'elle évolue en adolescente plus tard, elle se débarrasse de sa poupée Barbie, ce qui est logique. Mais voilà, elle aide à appuyer un petit peu le thème, mais au-delà de ça. Ensuite, la mère d'Andy,
qui n'est pas la plus marquante dans Toy Story 1 et 2 en ce qui me concerne. Enfin, ça va, c'est une mère présente qui fait attention à son enfant un tout petit peu, mais au-delà de ça, elle n'est pas très marquante. Mais faut pas oublier son rôle dans Toy Story 3, qui est assez touchant et très identifiable, comme d'autres cas, où c'est vraiment la mère qui a peur pour son fils, qui se rend compte que ça sera plus comme avant, et c'est particulièrement touchant. Et en toute sincérité, oui, je trouve ça nettement plus touchant que d'illustrer ça à travers une espèce de truc à bouffer dans un court-métrage que je trouve ultra surestimé de Pixar. Ça a déjà été fait avant ce court-métrage et ça a été largement mieux fait dans Toy Story 3. Alors c'était le petit truc rapide à dire là-dessus. Donc, elle est très touchante dans cette scène-là et elle appuie très bien que voilà, c'est une mère qui s'inquiète. Une mère typique et touchante dans son côté très normal d'être une mère. Et ça appuie bien ce passage de la vie où on dit au revoir à quelque chose. Et ça aide beaucoup à faire un parallèle et j'aime beaucoup cette partie-là. C'est ça qui la propulse en B. Après, en tant que mère, le reste du temps, elle est pas énormément remarquable. C'est pour ça que je vais pas la mettre beaucoup plus haut, mais voilà, en B. Ensuite, nous avons donc Andy lui-même. Le personnage qui est presque une sorte d'avatar pour le spectateur, si j'ose dire. C'est-à-dire celui auquel on va s'identifier, surtout si on est de la même génération, à peu de choses près, parce que voilà, on a été enfant, on a eu nos attaches, notre train de vie insouciant, où on était attaché à des petites choses, pas forcément des jouets, évidemment, mais des petites choses auxquelles on était tellement attaché que ça représentait tout pour nous, et on passe à autre chose. Et cette autre chose, évidemment, il nous fait perdre un petit peu de plus en plus l'importance de ces petits trucs qui représentent plus rien maintenant, mais qui avaient quelque chose de fort, une signification forte avant. Il représente très bien ça. Et donc, notamment, surtout dans Toy Story 3, on va pas se le cacher, il est particulièrement marquant et touchant à ce niveau-là parce que on se projette totalement. C'est exactement ça, le personnage dans lequel on se projette ultra facilement. En tout cas, ça a été mon cas, comme celui de beaucoup, j'en suis sûr. Donc, c'est difficile parce que en tant que personnage, ça vaut pas plus d'un B. En tant que symbolique, pour moi, ça mériterait d'être en A, vous voyez. Allez, je le mets en A, Andy. Je sais que c'est pas un personnage ultra poussé sur le principe, mais vraiment, sa façon de savoir représenter un petit peu l'enfant qui a grandi en regardant ces films, je trouve ça ultra brillant. Mais ensuite donc les jouets en tout genre qui sont là depuis le début, enfin certains qui viennent un peu plus tardivement évidemment, et d'autres qui partent à un moment donné. C'était compliqué de faire une liste précise d'ordre, donc on va commencer par les soldats et le sergent. Alors je sais pas, une fois de plus, pourquoi le gars s'est emmerdé à faire deux vignettes pour les deux. Moi je les mets au même niveau, hein. Même si les soldats sont un peu différents du commandant, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins le même personnage à eux tous, donc ça va. On ressent bien le côté un peu zélé militaire organisé qu'ils gardent de la personnalité que leurs jouets se donnent, et ils aident régulièrement dans les deux premiers films. Dans le troisième film, ils aident à appuyer le fait que c'est une mission terminée et qu'ils ont besoin de passer à autre chose. Dans un sens, c'est les premiers à se dire tiens, on n'a plus notre place ici techniquement. Il faut qu'on aille peut-être voir ailleurs. Ils sont un peu plus prompts à comprendre ça que les autres jouets. Et je trouve que ça vaut quelque chose. Je sais pas, j'irais pas dire qu'en termes de personnalité que ça va très loin et puis on les voit pas des masses non plus, donc... Allez, ça, en haut du C, vraiment. Mais oui, je trouve qu'ils ont su apporter leur petite patte. Eh bien, ensuite, nous avons Bo Peep et ses moutons. Bon, ces moutons, on va en parler très vite, c'est mignonnet. Voilà, c'est mignonnet. Et quant à elle, c'est un peu compliqué parce que certains diront que c'est plus tout à fait le même personnage qu'au début. Et que, ouais, on a un petit peu dénaturé ce qu'était Bo Peep au départ. Et je reconnais que ça donne un peu cette impression-là parce que elle était plus précieuse, n'était pas aussi active dans le premier film et dans le second film aussi que dans le quatrième. C'est vrai.
Mais je vous cache pas qu'à côté, elle m'a jamais particulièrement marqué dans Toy Story 1 et 2. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était un personnage assez faible dans l'absolu. C'est-à-dire un personnage de soutien sympathique, qui essaye un tout petit peu de calmer le jeu, parce que voilà, elle est un petit peu plus réfléchie que l'autre. Mais au-delà de ça, si elle donne des directives un tout petit peu, elle dit bonne chance. Donc voilà, le fait qu'elle puisse être câlin assez rapidement, c'est un petit peu joli, hein, un petit peu mignon, mais au-delà de ça, elle m'a pas marqué plus que ça. Alors que son développement dans Toy Story 4, ben, j'ai trouvé très intéressant. Si on part du principe que on veut créer un personnage différent de celle de départ, donc c'est compliqué, vous voyez. Ça dénature un petit peu le personnage de départ tel qu'on le connaît, c'est sûr, mais ça le fait évoluer en quelque chose de mieux en ce qui me concerne. Même si je suis sûr que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais c'est un peu ce que je ressens, ce qui fait que... c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, je vais la mettre en B, celle-là. Parce que voilà, je trouve vraiment Toy Story 1 et 2, c'est pas extra. Et Toy Story 4, bon, c'est un des points qui sauve pas mal la chose. Certains diront, mais c'est dingue, tu l'as mis en dessous de celle-là. Parce que voilà, celle-là, elle est pas amoindrie par ce qu'elle a fait avant. Alors qu'elle, je la trouve un peu amoindrie par ce qu'elle a fait avant. Je fais un peu une moyenne, donc ouais, je la mets en haut du B, mais pas tout à fait en A. Quitte à ce que ça déplaise à certains. Et bien donc, ensuite, enfin, notre grande bande, ceux qui sont là depuis presque le début ou depuis le deuxième film, et qui n'ont jamais lâché l'affaire. Même si pour certains, maintenant, bah, c'est un peu fait. Normalement, Woody ne devrait plus être là. Nous sommes d'accord, hein, nous sommes d'accord. Donc, on va commencer par Tirelire, qui est drôle et qui est plutôt le cynique de la bande et que j'aime bien. Après, est-ce que ça vaut un A? Je pense que j'aurais sans doute mis en bas du A s'il n'y avait pas eu le premier film, mais ça va être le cas pour la plupart de ces personnages, hein, je suis désolé. C'est parce que je les trouve très gratuitement mesquins dans le premier film. Et ils se rattrapent après coup, c'est sûr. Ils participent beaucoup, ils sont solidaires. Dans le film 4, pas trop, mais dans Toy Story 2 et 3, super. Dans Toy Story 4, c'est histoire de dire, mais oui, c'est quelque chose. C'est bien. Le problème, c'est que c'est comme pour Bo Peep, un peu amoindri par le reste. Donc, c'est difficile. Je les mets un petit peu vers le haut du B, je sais pas. Ouais, je vais le mettre ici. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup d'autres personnages. Ça va être pareil pour Monsieur Patate et Madame Patate. Monsieur Patate est lui aussi un peu cynique, mais plus direct. Et on joue davantage sur ses capacités. Et c'est pareil pour Madame Patate, qui essaie un petit peu de jouer au couple avec lui, qui essaie un petit peu de le contenir. Ils forment un très beau couple, ces deux-là. Hein, un couple qui se trouve bien sur le principe. C'est assez joli. Nous avons ensuite Rex, le seul que je vais pas super bien classer parce que je trouve qu'il a trop de moments où il est débile pour le gag, pas super bien rendu pour moi. Mais il fait partie de la bande, il participe un petit peu aux choses. Je peux pas le détester non plus, mais je peux pas le trouver génial. C'est pour ça que je le mets en C. À côté de sa chérie de Toy Story 3. Rapidement, puisque après coup, apparemment, il n'y a plus rien entre eux. Bien, ensuite, les trois martiens nouveaux devant une reconnaissance éternelle. Intéressant. C'est des personnages qui sont là pour illustrer un tout petit peu que la famille s'agrandit, mais c'est pas les plus profonds, puissants qui soient. Néanmoins, je peux pas nier que leur intervention dans Toy Story 3, c'était énorme. Donc ça a bien aidé ça a bien aidé. De fait, je vais les mettre un petit peu au-dessus de celui-là quand même. La pauvre victime, ce serait un petit peu abusé de ne pas le mettre là. Et juste au-dessus de Buzz 2. Voilà, juste au-dessus de Buzz 2. C'est une fois de plus délicat. Laurent B, il y a pas mal de niveau de qualité en soi. Si on s'y penche un petit peu. Ensuite, Pile Poil, que je vais mettre en A. Lui, parce que c'est un ami de toujours, celui qui est vraiment attaché à Woody et qui est prêt à faire beaucoup pour lui. C'est celui sur qui on peut compter le plus régulièrement. Et même dans Toy Story 1, il était du côté de Woody. C'était pas un connard gratuitement. Donc c'était
assez touchant. Même le moment où il croit qu'il les a trahis, que ça peut plus marcher, c'est touchant, ça vous prend un petit peu au cœur, ça c'est très joli. Donc ouais, je le mets là. Vraiment un très très bon personnage, un des meilleurs soutiens. Ensuite, nous avons Pile Poil. Là aussi, personnage de soutien assez touchant, soit c'est vraiment le cheval ultra fidèle. Qui, je vais pas mettre aussi haut dans le A, mais je vais aussi le classer dans le A. Je trouve que c'est le cheval de compagnie qui passe très bien et toutes les scènes entre lui et Woody sont très réussies, sont justes et on sent ce besoin d'attache qui est recherché et qui passe très très bien. Après bon, il y a toujours, comme je dis, Toy Story 4. Je vais pas trop prendre en compte Toy Story 4. Le problème avec Toy Story 4 pour la plupart de ces persos-là, c'est que ils servent à rien, c'est tout. Ils sont là histoire d'être là, mais ils servent à rien. C'est le problème de Toy Story 4, c'est tout. Bien, vient ensuite le trio principal, enfin le duo principal dans pas longtemps. On va commencer par Jessie, personnage ultra touchant, le premier S de ma liste. Voilà, il fait partie de mon top 100, c'est pas pour rien, et vraiment, elle est nickel, nickel. Il y a très peu de moments que je trouve mauvais autour d'elle, à part le fait qu'elle serve à rien dans Toy Story 4, mais au-delà de ça, vraiment touchante, passé vraiment puissant, et elle essaye de rester un peu fidèle à son petit délire qui, au tout début, lorsqu'on la connaît pas, est un petit peu lourd. Une fois de plus, tout début de Toy Story 2, je me dis, ah, je suis pas sûr de l'apprécier celle-là, mais une fois qu'on apprend à la connaître, c'est juste... c'est un ange. C'est un ange. Elle est très drôle, débrouillarde et c'est la plus touchante du lot pour moi à un certain degré. Hein, c'est difficile quand on compare avec Woody parce que Woody est ultra touchant lui aussi, mais c'est quelque chose de vraiment marquant. Vient ensuite Buzz, que je mets de justesse en S. Il est très bon et il n'est pas aidé par la connerie de Toy Story 4. Mais je vais essayer de prendre Toy Story 4 à part. Pour moi, les trois premiers Toy Story forment une trilogie très solide et le 4, c'est un rajout par-dessus qui donne pas l'impression de vouloir vraiment s'incorporer tant que ça dans la grande continuité globale. C'est l'impression que j'en retire, en tout cas. De fait, ouais, les problèmes que j'ai avec Buzz dans Toy Story 4, je les prends pas trop en compte. Et tel quel, bah, j'adore. Et de toute façon, mon top 3, je parle tout de suite. Vous le connaissez, il était dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney. C'est mon top 3, ceux-là. Ce sont trois personnages qui portent à merveille la franchise et qui nouent des relations amicales, même plus, vraiment, vraiment puissantes et touchantes. Sincèrement, ce couple, je suis dégoûté qu'on l'ait pas développé plus dans Toy Story 4. Toy Story 4 est vraiment, vraiment frustrant à ce niveau-là, de montrer aussi peu les relations fortes qui se sont nouées entre ces trois-là, en fait. Et il y avait moyen de développer davantage ça. C'est le plus gros regret que j'ai dans Toy Story 4 sur le principe. J'ai déjà donc donné tout le détail de ce que je pensais des trois personnages dans mon top 100, pour ceux que ça intéresse. Et je vais juste donc faire le topo rapide. Buzz, c'est le plus grand ami que notre héros principal s'est fait. Il sait être un soutien énorme à de nombreux moments. Et on sent cette fibre héroïque qu'au départ, il avait vraiment dans la peau. Mais dans le genre, je suis un ranger de l'espace, je dois sauver la planète. Il finit par transvaser ce besoin d'héroïsme au fait d'aider ses amis. Et c'est très joli à de nombreux moments, ça. Et malheureusement, il va tomber un petit peu dans ce cadre. Il doit régresser, forcer un petit peu certains points. Et dans Toy Story 2 et Toy Story 3 en partie, ça se ressentira peut-être un petit peu, mais ça n'a jamais été au détriment du personnage en lui-même. Surtout si on doit prendre en compte El Bezo et où il est El Bezo, il est là, El Bezo et l'autre qui est ici. Hein. Si on les met à part, je trouve pas que ça le dénature vraiment. Il y a ça et ouais, ça me fait me dire que au bout du compte, le film Buzz l'éclair de 2022, en voulant faire une sorte de déconstruction des idéaux du personnage, et ben il a juste répété en moins bien ce que la franchise a fait au départ.
Parce que voilà, c'est ce gars qui se croit être un super-héros et qui au bout du compte n'en est pas un et qui doit apprendre à canaliser son héroïsme vers quelque chose de son échelle et qui a du poids. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort en tant que déconstruction de super-héros, de figures super-héroïques que ce qu'on a fait dans le film Buzz l'éclair. Largement. Mais ensuite Woody, le personnage que je préfère de loin de ce film, qui est énorme. Voilà. Toute cette franchise, même Toy Story 4, ça se centre sur son développement. Le fait de ne pas être sûr s'il pourrait être là pour celui qu'il aime plus que tout et s'il peut passer à autre chose. Et même dans Toy Story 4, une fois de plus, où ça peut être un peu discutable sur certains points, je trouve que c'est tout à fait louable et pas complètement incohérent avec le développement qu'on a voulu faire de lui. Vraiment pas. Il y a beaucoup de gens qui essayent de démonter Toy Story 4 pour diverses raisons, certaines avec lesquelles je suis totalement d'accord. Mais le fait que Bonnie ne considère plus Woody comme un de ses jouets préférés, ça n'a jamais été un problème pour moi. Parce que les enfants changent en grandissant, ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt. Et donc au début, Woody, qu'il considérait peut-être comme quelque chose de génial, ben, il a vu plus génial en Jessie, qu'elle n'avait pas eu trop l'occasion de connaître avant la fin de Toy Story 3. Ça me paraît pas trop grossier sur le principe. Et ouais, il y a des gens qui viennent dire hey, vous imaginez si Andy revenait et qu'il voyait que Molly avait perdu son jouet, elle se sentirait super mal et tout et tout. Je me dis, ouais, vraiment, vous avez pas compris la fin de Toy Story 3? Il leur dit au revoir pour de bon. Il compte pas retourner voir Molly tranquille à un moment donné en disant hey, il s'est passé quoi avec mes jouets? C'était la dernière fois qu'il les voyait. C'était un dernier au revoir. Il compte pas particulièrement redemander comment vont ses jouets après coup. Hein. C'est clairement l'impression que ça m'a donné. C'est pour ça que voilà, je n'ai absolument pas de problème contre le développement de personnages, le rallongement de développement de personnages qu'on veut faire autour de lui. C'est pas un problème pour moi. C'est d'ailleurs peut-être même le seul personnage de la trilogie originale que j'ai trouvé suffisamment respecté quand on compare au reste. Donc je peux clairement pas blâmer le quatrième film pour ça. Il y a beaucoup de points à redire sur le quatrième film. Vraiment, vraiment, beaucoup de points à redire. Mais ça en fait pas partie pour moi. Ah tiens, il reste un dernier personnage, c'est quoi ça? Mais c'est Zurg. Ben non. Ah, c'est pas un perso, c'est le personnage du jeu vidéo, c'est ça? Ou bien c'est celui de la série. Oh, il n'y a pas la série. Mais vu l'animation, on dirait plutôt le personnage de la série. C'est bizarre, pourquoi vous n'avez pas compté tous les autres personnages de la série Buzz l'éclair alors à ce moment-là? Bon, bah si vous voulez pas le faire dans cette tier list là, je vais prendre une autre. Hein. C'est parti pour la petite tier list bonus que je vais faire très vite sur la série Buzz l'éclair parce que je ne compte pas la faire. Voilà, je ne compte pas la faire individuellement dans une future tier list. Je vous dis tant qu'à faire, autant tenter ça. Certains se diront, tant qu'à faire, pourquoi tu fais pas le film Buzz l'éclair? Parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Et ça irait très vite, je pense. Je fais ça très vite pour la série, histoire de dire que je me souviens un peu de certains personnages. Et quand je dis très vite, ça veut dire que à partir de là, tout ça, je ne prends pas en compte. Je me souviens de certains des personnages, je me souviens de certaines des amourettes de Buzz, par exemple. Je me souviens de certains ennemis de passage, etc. Mais je vais surtout garder en tête les persos importants et parler rapidement de cette série, histoire de dire que je vous fais un petit bonus. Parce que voilà, c'est une série qui a été faite de façon à jouer sur la popularité de la franchise. Et bizarrement, eh ben, je trouve que ça rend nettement plus justice à la franchise Toy Story que le film Buzz l'éclair en termes de personnages. Ce qui est assez dingue. Donc, parlons un petit peu de tout ça. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de F ou quoi que ce soit. Alors, le Martien, c'est un gars typique qui aide avec sa petite particularité de pouvoir être en contact mental avec tous les siens. Donc, j'aime bien cette petite ajout-là. Après, en soi, c'est toujours les mêmes. Mais on a su plutôt bien jongler sur leurs capacités pour qu'ils apportent quelque chose à Star Command. Nous avons le
père de Miranova, je sais pas pourquoi je le comptais, parce que tout ça, bref, père de Miranova, ça va, ça va. Il y a ce côté très bourgeoisie qui veut un peu se défaire du commun, mais en même temps il n'est pas totalement détaché de sa fille, donc vous le rendez suffisamment complexe pour valoir quelque chose. Vous avez ensuite Nebula, voilà le chef un peu autoritaire typique, il passe bien. Je vais faire ça un peu vite, hein, c'est un bonus, je ne vais pas passer des masses de temps. Alors nous avons ce mec là, c'est le philo de passage, je me souviens plus de son nom, alors les noms, hein. Ça fait un moment, je suis désolé, j'ai pas tout en tête. Bref, ce gars, j'ai jamais trouvé sans sas. C'est bien dans un sens de diversifier un petit peu les menaces. C'est un philo typique qui est pas très marquant, mais au moins il change d'habitude. C'est pareil pour lui, quoi. C'est une espèce de gros mercenaire un petit peu décérébré, mais lorsque il subit une expérience qui le fait avoir ce pouvoir de duplication, c'est surtout son pouvoir qui le rend un peu marquant. Après, en tant que méchant, niveau mentalité, il y a largement mieux. Hein. Il y a donc mieux à ce niveau-là, c'est-à-dire XL. XL, si je ne m'abuse, je suis plus sûr à 100%, qui est donc la version méchante de XR, qui de base n'est pas non plus un enfant de cœur, hein, mais ouais, ils sont pas allés non plus à fond dans la voie Futurama, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de Roland Bender, hein, beaucoup de Roland Bender là-dedans. J'aime bien. Je trouve que sa conclusion, c'est déjà un point, un bonus par rapport à d'autres, parce que lui, au moins, il a une conclusion. Sa conclusion aurait mérité d'être davantage travaillée, mais globalement, en tant que némésis direct d'un des héros, il est plutôt bien rendu. Comme je dis, il y a beaucoup de copies maléfiques, c'est leur truc dans cette série. Il rend très bien. Et ouais, il y a vraiment ce côté de devoir surmonter la version plus bestiale, plus brute de moi-même chez XR, alors que c'est un petit peu un pleutre sur pas mal de points. J'aime bien ça, cette dualité qu'il crée. Ensuite, notre robot vampire, dont le nom c'est Nosferatu, mais avec des chiffres à la place de certaines lettres. J'ai plus exactement, mais c'est ça. Et ouais, j'aime beaucoup le gars. Et il a une présence, il peut être vraiment intimidant. Et ouais, étant donné qu'il a le pouvoir de rallier à sa cause tous les robots qu'il mord, eh ben, il y a quelque chose d'assez dangereux chez lui. Et puis ça va un peu plus loin que ça, puisque on a fait pareil avec ce gars, si je ne m'abuse, c'est bien les deux mêmes personnages. On a créé un petit peu ce drame autour de ce personnage qui a été un petit peu maudit, enfin, qui a été pris par une pierre qui l'a transformé en sorte de loup-garou mécanique. Et à cause de ça, comme c'est un loup-garou mécanique, il peut être contrôlé par Nosferatu dans un épisode. Et il est présent sur 2 épisodes, mais je le trouve très marquant dans l'idée. Je vais le mettre en haut du B aussi parce que bon, il est pas non plus, il apparaît pas énormément, mais j'aime bien ce qu'on fait autour du personnage et le fait qu'à un certain degré, c'est lui qui se débarrasse de Nosferatu dans une des 2 versions. Parce qu'il est tué 2 fois, une fois de plus, c'est super bizarre. Il a 2 conclusions. Il y a des personnages, il y a des antagonistes qui n'ont pas de conclusion. Lui, il en a 2. Il est tué 2 fois. Et on n'explique pas du tout d'où ça sort. C'est toujours bizarre pour moi. Bref, vous avez su mettre en place quelque chose de pas mal avec ça. Ensuite vient Buzz l'éclair maléfique d'une autre dimension. Et voilà, c'est Buzz l'éclair qui a beaucoup moins de scrupules, qui est prêt à faire le mal, qui a donc le book spécial pour ça. Ah, on joue sur les clichés, hein. C'est une série qui les assume, et il est excellent. Parce que lui, il a les mêmes capacités que Buzz, donc c'est une menace assez importante, et étant donné qu'il n'a pas de scrupules, eh ben, il peut aller assez loin, dans les limites qu'une série animée pour enfants des années 2000 peut se le permettre, mais il va assez loin, et ouais, une fois de plus, même si c'est un truc très répété, parce que vraiment il y a quelque chose de très répété là-dedans, créer cette espèce d'antagoniste reflet du personnage a un effet très réussi. C'est une ficelle, un cliché qui marche très bien pour moi et vous le rendez très bien avec ce personnage. Pareil avec elle, qui est un peu particulière. Elle, c'est une ultra télépathe qui en pince totalement pour Buzz et qui veut un petit peu se le mettre sous la poche en forçant parce que voilà, c'est une méchante, hein, elle a pas mal d'ambitions qui sont pas très jolies. Et vraiment, déjà ses capacités, son design ultra sexy, le fait de créer une femme à grosse tête en arrivant
à la garder sexy, je trouve que c'est assez fort. Et ça crée une sorte de conflit, de dualité entre elle et Mira à un certain degré, puisqu'elle aussi a des pouvoirs télépathiques, entre autres. Et j'aime bien le duel que ça fait. J'aime bien le fait que ses motivations principales, ce soit pas vraiment de faire le mal, même s'il y a un peu ça, mais c'est surtout de forcer quelqu'un à être avec elle. Et ce quelqu'un, bah, c'est pas n'importe qui, c'est Buzz lui-même. J'aime bien ça. Parce que c'est une série qui joue sur le fait que Buzz, ouais, chope un petit peu, hein, s'il veut. Il y a quelques épisodes ci et là où il concrétise un tout petit peu. Ça va pas plus loin, malheureusement. Mais bon, c'est très intéressant de lui créer une amoureuse potentielle qui est vraiment une tarée, qui n'a aucune chance avec lui. C'est pour ça qu'elle se rabattra un petit peu sur sa version maléfique, évidemment. Et je trouve ça dommage que ça s'arrête là, en fait. Vraiment, s'il y a bien un regret, une frustration que j'ai avec cette série, c'est le fait que l'épisode où ces deux-là coopèrent, c'est le dernier épisode où on voit Buzz démoniaque. Peut-être le dernier où on la voit, je suis plus sûr, mais c'est le dernier épisode où on le voit, alors qu'il n'est pas mort. C'est dommage, il y avait moyen d'aller plus loin. Enfin bon, vient ensuite Warp Noir Dessin. Le traître qui aime ce statut de traître, qui en joue à fond et qui est assez marrant là-dessus. J'aime le fait qu'on n'oublie pas qu'il y ait ce passé entre lui et Buzz, notamment dans un épisode où il a plus ou moins sa conclusion en fait, où il finit par renier un petit peu Zurg parce que il estime que ça va peut-être un peu trop loin pour lui, parce que c'est un mercenaire sur le principe. C'est juste quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire pour l'argent. Et il sait se fixer des limites, même si c'est pas mis en scène de façon ultra poussée. Parce que bon, quand même, au départ, il était d'accord avec Zurg dans le film d'introduction pour faire en sorte d'asservir toute l'humanité. Mais au bout d'un moment, non, il est plus d'accord avec Zurg. Alors que c'est difficile de faire plus grave que ça. Mais ça vient du fait qu'il y a ce passif entre lui et Buzz et qu'il y a besoin d'en discuter un peu plus en détail et pas dans ce truc un peu rapide qu'on a fait dans le téléfilm. C'est pour ça que l'épisode entre lui et Buzz fait partie de mes préférés. Pas tout à fait dans mon top 3, mais plutôt réussi. Donc, puisqu'on parle de Zurg, il y a déjà tous ces sbires en tout genre. Et ouais, c'est en tout genre parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas qu'un seul. Mais il y a des représentatifs. Hein. Donc il y a les robots Stormtroopers typiques qui visent rien. Et voilà, c'est plus une fonction qu'autre chose. Donc j'ai pas des masses de choses à dire là-dessus. Il y a donc le sbire scientifique qui fait des tonnes d'expérience, qui marche à moitié, mais qui passe. J'ai pas de masse de choses à dire là-dessus. Et le pauvre second qui essaie un peu de le calmer en donnant les informations, en faisant un peu l'état de ce qui se passe. Et c'est un petit peu le souffre-douleur de Zurg. Et voilà, il y a une bonne dynamique. Vous savez quoi, ouais, je le mets là. Ouais, je mettrai un petit peu comme ça. Et vient ensuite Zurg qui est génialissime, ultra drôle. Un méchant qui s'assume totalement et qui adore en jouer en fait. Hein. Il a énormément de répliques cinglantes, de moments hilarants. Il fait partie de ces méchants qui jubilent simplement d'être méchants et qui sont juste... C'est juste l'éclat de les suivre, tout simplement. Et ouais, c'est difficile. Une fois de plus, est-ce que ça vaut un S? Est-ce que c'est un A plus ou un S? Parce qu'il n'y a pas de grande profondeur autour de lui. Mais en même temps, il est génial. Il s'assume totalement. Et dans un sens, c'est parfait pour ce type d'histoire. Donc, ça va être du S de justesse. Voilà, ça va être du S de justesse. Parce qu'il est génial. Vient ensuite, donc, notre quatuor central. Avec Booster pour commencer, qui va... Je vais le mettre en haut du C par gentillesse. Je suis pas fan du gars. Il y a certains de ses gimmicks que j'aime pas trop. Mais en même temps, il est pas affreux. C'est quelqu'un de volontaire qui veut participer, quoi. Je peux pas le nier une seule seconde. Donc, je veux pas aller plus bas que ça. Vient ensuite XR que je mets en A. Parce que c'est un Bender Light, mais un Bender Light très très bien rendu. Et ça amplifie les moments où il doit être un héros aussi.
Voilà, lorsqu'il doit braver un petit peu son côté lâche, un petit peu profiteur habituel, parce que c'est clairement pas un sang, lorsqu'il doit braver ça pour être un héros, parce qu'il fait partie d'une troupe de héros de base, et ben ça se ressent comme quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de vraiment sympathique qui se ressent, et il arrive à plusieurs reprises qu'il soit dans ce genre de circonstances, que ce soit déjà contre son némésis. C'est quelque chose qui passe très bien ça. Même s'il est un peu con par moment. C'est un peu le problème. Il y a des mises en scène, des passages où il est un peu con. C'est pour ça que je le mets en bas du A, faut pas exagérer. Et ensuite, Miranova, que j'adore. C'est mon perso préféré, et je la mets en S. Voilà. Ouais, autant Zerg, je suis pas sûr à 100% pour le S, elle c'est un S. Parce qu'elle participe une fois de plus aux conversations entre les différents personnages. Elle se met au même niveau qu'eux et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une fille qui veut tellement ne pas être une princesse parce que elle considère que ce statut la ralentit et elle veut être jugée vraiment pour ce qu'elle vaut, qu'elle veut se détacher le plus possible de ça. Mais quand elle est forcée de suivre ce rôle-là, elle ne va pas le fuir non plus. C'est quelque chose de très intéressant. Elle a les meilleures interactions, elle a beaucoup d'épisodes où elle brille bien. Notamment un, c'est un peu bizarre parce qu'on a mis une vignette particulière pour l'épisode centré sur elle où elle devient accro à un truc magique. C'est très bizarre, hein, pourquoi vous avez fait ça, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et si vous voulez un peu plus de détails, je vous renvoie à mon top 10 des princesses Disney négligées. Parce qu'elle a sa place là-dedans. Ensuite vient notre héros principal, Buzz l'éclair. Pam, 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 pam. Et voilà, c'est le héros fringant réussi. Dont on se moque un petit peu des gimmicks, mais pas au point de vouloir déconstruire ça, comme dans le film Buzz l'éclair, justement. Dans le film Buzz l'éclair, ce personnage est un peu irritant parce qu'on sent tellement que vous voulez mettre à mal ce qu'il représente. Alors que là, ce qu'il représente, même si on s'en moque un petit peu, à plusieurs moments, c'est ça qui tire les personnages vers le haut. C'est ça qui les inspire, qui pousse l'héroïsme. Et c'est jamais traité par-dessus la jambe, ça. C'est jamais traité comme quelque chose de ridicule ou de néfaste ou quoi que ce soit. C'est un héros valeureux qui, à un certain degré, mérite un tout petit peu de s'inventer. Même si, bien entendu, on le ridiculise un petit peu par moment, parce que c'est une série humoristique majoritairement. Désolé, il commence à pleuvoir, mais je vais terminer très vite cette vidéo. Voilà, donc... le topo de mes personnages, comme je l'ai dit, il y en a d'autres, mais voilà, je me souviens pas de tout, c'est pour faire quelque chose de rapide. Voilà ce que je pense des personnages de Buzz l'éclair, la série que j'aime beaucoup. Voilà un petit peu le topo, comme vous le voyez. Si j'avais compté les autres, il y aurait eu beaucoup plus de C, D, E, voire F. Hein. Il y a des personnages que j'aime pas tant que ça. Mais il y en a pas mal aussi qui m'ont pas trop marqué, hein, comme vous le voyez. Donc voilà un peu le topo. Et voilà un petit peu... Et là, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. Le topo pour les personnages de la franchise Toy Story. Voilà, si je vais jusque-là, vous avez tout normalement. Donc, comme vous voyez, quelques personnages qui sont pas fameux, qui viennent très majoritairement du 4e film, hein, on va pas se le cacher. Certains qui sont un peu moyens, mais globalement, surtout dans les personnages importants, des réussites. C'est une franchise réussie, une saga qui a beaucoup de valeur, qui est très méritante, et c'est normal qu'on se souvienne encore d'elle. Le 4e film est un tout petit peu en dessous du lot à cet égard-là, ne serait-ce que pour la représentation des personnages, vraiment, mais je trouve pas que ça fasse trop tâche dans l'absolu. Toy Story 5, par contre, on verra, mais j'ai quand même pas mal de doutes. Hein. Enfin, ça viendra, hein, on verra quand ça viendra. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour les bruits de pluie pour les dernières minutes. Si on ne fait pas avec le temps, que voulez-vous? A très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!